tous. Allez, voici le premier cours en ligne, donc nous sommes le 16 mars. Nous allons revenir sur ce que nous avons fait la semaine passée. Je reprends donc le cours sur Charybdesila que vous avez dû recopier dans vos cahiers ou bien qui se trouve bien sûr dans le Drive. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Quand nous nous sommes quittés, nous étions en train de regarder ces images que je vous avais mises dans le cours. Donc le magnifique vase, on en avait déjà parlé. Pour ceux qui auraient oublié entre-temps et vu tout ce qui nous est arrivé, ce ne serait pas étonnant. Je vous rappelle que les sirènes de la mythologie grecque sont donc des oiseaux. Pour bien se fixer ça, on a même carrément ici des femmes oiseaux. C'était déjà des femmes oiseaux ici parce qu'on voit qu'elles ont un visage, mais peut-être pas très très féminin. Ici, on voit très bien que ce sont des femmes, on voit leurs ailes. Elles sont d'ailleurs habillées joliment, certaines sont plutôt dénudées. Elles ont des instruments de musique, une lyre ici, une flûte là. Mais le côté effrayant ne vous aura pas échappé puisqu'on avait bien parlé ensemble des pattes qu'on voit bien être très crochues ici. Voilà. Et donc il ne faut pas se fier à ces apparences de jolies femmes. Je vous laisse donc admirer l'énorme prise de ce marin. Je trouve que cette mosaïque est vraiment très jolie. Et on a même aussi des petits poissons qui sautent ici, avec une mer au premier plan bien plate, mais c'est bien sûr l'eau qu'on a aussi au dernier plan ici, avec des petits poissons. Autre tableau intéressant parce que celui-ci est beaucoup plus moderne. Vous voyez, là, c'est la fin du 19e siècle. On a des sirènes avec de jolis visages de femmes, dont une qui susurre des petits mots là aux marins qui essayent de ramer sans se déconcentrer. Et on voit que nos marins qui ont de la cire dans les oreilles, comme on sait, se sont même enrubanés la tête, enrubanés, mettre des rubans, donc avec des linges ici, pour peut-être mieux faire tenir la cire. Voilà, voilà. Alors, je passe à mon étude de texte. Donc, vous deviez remplir ce tableau qui était vierge dans le document que je vous ai posté au début de la semaine. Et puis ensuite, je vous ai envoyé donc le corrigé. Alors, on va regarder comment vous pouviez trouver ces informations-là dans le texte, sur le rocher, et ces informations-là sur le monstre. Il s'agit de l'écueil de Scylla, puisque c'est par là que le texte commence. Alors, je vous réaffiche le texte. Il est aussi dans votre drive, voilà, donc texte Charybdesila, comme vous voyez là. Donc, le paragraphe de description commence ici, et justement, je vous surligne tout, voilà, là, c'est là qu'on parle d'abord du rocher. Donc, pointe aiguë, vous la voyez là, donc un rocher très pointu. Celui-ci touche au vaste cieux, donc non seulement il est pointu, mais en plus il est très haut. On a un nuage sombre, oh là là, c'est pas de bon augure évidemment avec l'adjectif sombre, qui ne se dissipe jamais, ça c'est pas de bon augure non plus. On vous dit que la sérénité ne brille point à son sommet, donc jamais de lumière, ni en été ni en automne. Donc toutes ces choses négatives, hein, le jamais, la négation ici, ne point. Ensuite, on a ni, pardon, hop, je soulignais mal, ni et ni. Toutes ces négations, nul homme derrière, sont évidemment en cascade, hein, il y en a quand même beaucoup. Donc ça, c'est l'indication en analyse qu'on cherche à nous implanter l'idée à coups de marteau que ça ne va pas aller. Donc nul homme ne pourrait y monter et descendre, utile même 20 bras, etc. Tant cette roche est lisse. Donc voilà, soigneusement poli, là on vous répète deux fois la même chose au cas où vous n'auriez pas compris. Donc on insiste bien sur le fait que ce rocher décidément a l'air d'être très impressionnant. Voilà, une image forte. On avait vu ensemble que ce paragraphe nous noie sous les détails, on l'avait dit en classe, j'espère que vous vous souvenez. Donc on a beaucoup de détails sur le rocher, on va avoir aussi beaucoup de détails sur le monstre, ce qui est donc une des façons de marquer notre imagination, nous noyer sous le détail, mais nous laisser l'impression très nette de quelque chose d'abominable. Donc au milieu du rocher se trouve une caverne obscure. Hop là, obscure va rejoindre bien sûr le nuage sombre qu'on avait juste avant. Ensuite, donc, on parle du lys. Voilà, on vous dit que quelqu'un qui lancerait une flèche n'atteindrait même pas le fond. Donc voilà un doublon par rapport encore au mot obscur. Donc je vous rappelle, hein, quand on nous dit plusieurs fois la même chose, c'est la trace que ces récits étaient dits à l'oral, donc forcément on insiste, et c'est cette technique donc de marquer les esprits par la multitude de détails. Alors ensuite on passe à notre Scylla. Donc avec ce qu'on a dit, vous pouviez remplir la colonne, le rocher. Voilà, ok. Ensuite donc pour le monstre, eh bien on commence ici. Hop, ça va jusque là. On décrit
là et on décrit aussi ce qu'elle fait. Donc tout ce que vous avez dans le petit paragraphe du tableau se trouve ici, donc les affreux rugissements qui sont là, la voix semblable à celle d'un jeune lion ici. Dans certaines traductions, vous avez semblable à une hurleuse au cri de petits chiens, d'où certaines représentations de Scylla avec des chiens. Donc je vous rappelle que bien sûr c'est écrit en grec, les traductions peuvent différer. Donc on a les griffes, on a les coups, la longueur démesurée, donc le noir trépas qui est dans chaque bouche, une triple rangée de dents, etc., etc. Donc voilà tous ces détails que nous retrouvons donc ici dans notre tableau, la voix aiguë. Alors les 12 pieds difformes, pourquoi est-ce que j'ai mis une parenthèse? En réalité, toujours à cause de problèmes de différence de traduction, dans certaines traductions, on lui donne des pieds difformes, bien qu'on ne les voit pas, puisqu'on vous dit que son corps est à moitié plongé dans la caverne. Donc je les avais mis là quand même pour vous signaler. Alors, un peu de maths, qu'est-ce qu'on remarque? 12, 6, 6, triple rangée de dents, ici. On a beaucoup de multiples du chiffre 3. Donc nous allons en parler dans pas longtemps. Analyse de ces relevés, puisque quand on relève des informations, comme ce qu'on a fait ici, en fait on n'a rien fait, on a juste fait le travail préparatoire. Ensuite il faut en tirer de l'analyse, c'est comme ça qu'on fait pour un texte. Donc l'analyse, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que le rocher de Scylla nous est présenté comme sa forteresse, bien gardée, hein, avec son petit nuage, le fait qu'elle soit lisse, très haute, pointue, etc. Le monstre est effrayant donc à cause des chiffres, on a quand même beaucoup de chiffres ici, donc des multiples de 3, et puis à cause de ce qu'on ne dit pas aussi, comme cette partie du corps donc, qui est dans la caverne, on se demande encore ce qu'il peut y avoir de pire que ces triples rangées de dents et ces 6 têtes. Alors le chiffre 3, hop, petit aparté sur le chiffre 3, c'est un chiffre qui est vraiment très symbolique dans la littérature en général. Donc la base de la littérature, on est en train de la voir ensemble, c'est la mythologie. Sans vouloir être trop longue, j'ai aussi peur que ma vidéo se mette à dysfonctionner et que ça ne marche pas, donc j'essaie quand même d'être un petit peu synthétique. Juste, je vous laisse réfléchir à des choses que vous connaissez déjà. Les dieux grecs marchent par 3 pour les 3 principaux, Zeus, Hadès, Poséidon. On a bien sûr des déesses associées, par exemple celle de la pomme d'or qu'on connaît bien, hein, Athéna, Aphrodite, Héra. Ensuite, qu'est-ce qui marche par 3? Vous pourriez avoir encore beaucoup d'idées, je pense. On a dans la mythologie biblique un dieu qui est quand même en 3 parties, le Père, le Fils et l'Esprit. Ça, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur aux chrétiens, hein, qui disent que ce dieu en 3 parties ne fait qu'un, ce qui les met en désaccord avec les musulmans, qui disent, dites donc, 3 égale 1, c'est un peu bizarre votre truc. Voilà, donc le chiffre 3, il revient très souvent. Dans la Bible encore, puisque c'est aussi notre programme, Abraham, par exemple, au tout début de la Bible, il reçoit 3 anges qui vont lui annoncer sa future lignée, qui sera aussi nombreuse donc, que les étoiles dans le ciel. Vous devez savoir peut-être aussi, ceux qui ont un peu feuilleté les Bibles pour enfants que je vous avais recommandées, on a les 12 tribus d'Israël, hein, une fois qu'Israël est un peuple plus constitué, plus organisé, donc 12, 3 x 4. Voilà, on a beaucoup de chiffres 3 qui reviennent. Quand Pharaon fait des rêves, il y en a 3. Voilà, je vous laisse réfléchir aussi en dehors de la mythologie. Notre programme bientôt, ça va être les contes de fées. On retrouve ce chiffre 3 énormément. Il y a souvent 3 sœurs, alors parfois c'est une jeune femme et 2 demi-sœurs, ce qui peut arriver pour Cendrillon. Pour rester sur Cendrillon, elle va à un bal 3 soirs de suite, etc. Donc le chiffre 3 est vraiment très symbolique et donc on le retrouve dans notre texte aussi, ici. Voilà. Ensuite, on a Charybde. Alors, Charybde, eh bien, on se rend compte, on l'avait dit aussi, plus court. Que sait-on sur son rocher? Déjà, il est plus bas. Il est très près de l'autre, d'accord, ça c'est parce que c'est le détroit de Messine en Sicile. Celui-ci est à la portée des flèches, hein, donc on pourrait se dire, tiens, allons partir à l'assaut de Charybde. On sait bien sûr que ce n'est pas une bonne idée puisque elle est encore plus redoutable que Scylla. Elle a un petit figuier chargé de feuilles. Ah, voilà, ça c'est mignon. Alors, je vous affiche un petit figuier. Voilà. Donc, le figuier, il est là au milieu. Alors, toujours à propos de symbolique,
on a 3 arbres, bon là j'ai pris un exemple sur internet, les 3 arbres prophétiques, on pourrait dire 3 arbres symboliques, ça suffirait bien, parce que ce sont 3 arbres, vous le voyez bien, avec l'olive, la figue et le raisin, qui nourrissent l'homme. Ce sont aussi 3 arbres dont on sait qu'ils existaient déjà à la préhistoire. Donc en tout cas, là je m'avance un peu pour le figuier, mais c'est sûr pour l'olivier. Donc comme ces arbres nourrissent l'homme, ils ont une importance dès les premiers temps. L'olivier, on sait que c'est le cadeau qu'Athéna offre à la ville d'Athènes, et c'est ça qui fait que les Athéniens la choisissent comme déesse, comme patronne déesse, ou on dit aussi déesse tutélaire, déesse protectrice de leur ville. Voilà, et là donc on retrouve le figuier, qui est nutritivement très intéressant, qui est un arbre aussi qui vit très vieux, de même que l'olivier. Donc arbre symbolique, symbole de vie. Le figuier a une très jolie feuille, très dessinée, qu'on retrouve aussi très souvent dans la mythologie, en particulier dans la mythologie biblique. Donc, on ne se méfie pas avec ce petit rocher-là. Voilà, un joli petit figuier et Charybde est caché dessous. Le monstre, ah bah là c'est facile, c'était on va pas dire un piège de ma part, mais ben vous n'aviez rien à trouver puisqu'il n'y a rien sur le monstre, rien du tout. On sait juste qu'elle hurle, voilà, mugissements effroyables, et puis bien, on sait qu'elle crache et qu'elle avale, ça on l'avait déjà dit ensemble, et c'est tout. Donc, analyse de cela, l'écueil, cette fois-ci le rocher, a l'air rassurant par sa taille, avec son petit figuier, mais en fait, donc, on a un gros piège en dessous, et le monstre est proprement indescriptible, puisqu'il n'est pas décrit. Alors, donc, deuxième technique, ce que nous avions dit ensemble. Ici, on décrit au contraire de Scylla le moins possible, histoire de laisser le lecteur, ou l'auditeur à l'époque de l'Odyssée, imaginer le pire. Voilà, donc je rappelle, 2 techniques, soit on vous noie sous les détails abominables, soit au contraire, on vous en dit le moins possible, après vous avoir tout de même bien angoissé avec Scylla. Donc on nous a quand même conditionné avec Scylla, ce qui fait que pour Charybde, on n'a pas de détails, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être que cette horreur. Ensuite, donc dans la suite du texte, si on continue l'analyse, voilà, pour ce paragraphe-ci que je vous avais dit que nous n'étudierions pas en détail, on passe à l'action, on raconte vraiment ce qui se passe. Donc voilà, la suite du texte revient à la narration des actions d'Ulysse, donc ce qui se passe. Ulysse, donc témoin de la puissance de Charybde et Scylla, voilà, les détails pathétiques. Alors pathétique, c'est un mot un petit peu compliqué. La racine grecque veut dire la souffrance, donc c'est les détails qui vont créer chez le lecteur le sentiment de pitié, c'est-à-dire on se dit « Oh là là, mon Dieu, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe, les pauvres !» Et donc dans ces détails pathétiques, on a les pieds, les mains, les cris, voilà. Bon, de toute façon, on savait, hein, l'Odyssée, c'est pas pour les âmes sensibles. Ensuite, donc en conclusion, on a ces dangers épouvantables qui mettent en avant l'héroïsme d'Ulysse, comme toujours, Ulysse le parfait, le plus fort, le plus beau, le tout ce qu'on veut. Et puis sinon, deuxième but, deuxième objectif de ce texte, dans l'Antiquité, vous vous en souvenez, ces textes ont aussi des buts presque, on pourrait dire, pédagogiques. Il s'agit donc du détroit de Messine, et donc on va enseigner aux marins que cet endroit est dangereux. Voilà, le détroit de Messine, il est là, vous voyez, donc entre le bout de la botte de l'Italie, je dézoome, et la Sicile. Voilà, je zoome, je zoome, je zoome. Vous imaginez bien à cause de ce tout petit morceau de terre, donc c'est ça qui était dangereux, et c'est ça dont on nous parle avec Charybde et Scylla. Les analyses. Au sujet du travail que je vous avais demandé d'aller chercher l'origine de la transformation de Scylla et de Charybde, alors voilà un premier tableau. Donc vous avez Scylla ici, et ici c'est Glaucos pour ceux qui ont cherché. Ah, le tableau ne s'affiche pas en entier, j'ai un petit peu trop zoomé. On va rétablir ça. Voilà, là c'est mieux. Donc ceux qui ont cherché, vous avez pu aller tout simplement sur Wikipédia par exemple, site dans lequel on apprend que Glaucos, donc, qui est un dieu, est amoureux de Scylla. Je vais remettre mon tableau, voilà. Mais cet amour n'est pas partagé.
Glaucos, ici, s'adresse à Circé pour lui demander un philtre d'amour, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Circé elle-même est amoureuse de Glaucos, donc elle ne veut pas qu'il tombe amoureux de Scylla et que cela devienne réciproque, ce qui fait que, au lieu de donner un philtre d'amour à Glaucos, elle donne un filtre de transformation en monstre abominable, et Glaucos donne ce filtre à Scylla sans le savoir, qui se transforme en monstre. Donc abominable de jalousie pour abominable donc trahison, et c'est la jalousie qui est à l'origine de cette transformation pour la pauvre Scylla. En revanche, qu'arrive de cette autre chose, on vous dit, donc là, idem, hein, vous pouvez aller chercher sur Wikipédia par exemple. Ah oh, on vous dit que c'est pas un bon article, il ne cite pas bien ses sources. En tout cas, donc, notre amie Scylla, non, Charybde, hop là, la voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? On sait beaucoup moins de choses d'elle et elle est beaucoup moins représentée. Il n'y a pas beaucoup de tableaux, j'ai pas trouvé grand-chose d'ailleurs à vous afficher. Donc il s'agissait d'une jeune fille ayant un appétit vorace qui habitait justement près de Messine. Et en plus, on vous dit que c'était une voleuse. Son histoire se croise avec les 12 travaux d'Hercule, vous lirez ça. En tout cas, elle a été punie par Zeus de ses vols répétés et transformée en monstre. Voilà, on la voit là. On la voit sur ce vase grec ici. Donc on retrouve les chiens, hein, puisque on dit hurleuse au cri de petits chiens. Et puis on la trouve aussi sur une fontaine en Sicile, avec sa grande bouche qui va quand même être sa caractéristique, puisqu'elle avale et qu'elle recrache la mer. Alors j'aime bien ce tableau qui mêle les deux ensemble. On a donc Scylla ici représentée vraiment carrément par des gueules de chiens, bon pourquoi pas. Charybde là, voilà, un beau rocher avec une bouche qui avale, et puis le pauvre bateau d'Ulysse ici. Ou encore donc dans cet autre tableau, on voit là les têtes, le bateau, à vous de voir où pourrait se trouver Scylla, peut-être là dans le tourbillon, c'est pas évident. Voilà, donc nous avons fini avec ce cours sur Charybde et Scylla. Je vais arrêter la vidéo et vous en poster une deuxième. Je pense que c'est peut-être mieux d'en avoir deux. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième.